dit, regardez, il n'y a pas de droit international. Ça, je me dis, et puis quand on voit l'hyperpuissance américaine, je pense que vous avez vu ou entendu parler du livre qu'avait écrit Beverly Green, l'hyperpuissance, il y a quelques années. L'une des premières résolutions qu'a pris l'administration Trump du premier mandat, elle s'est retirée de la COP 21. Elle a diminué, pour ne pas dire bloqué, tous les financements au niveau de l'UNESCO de l'OMS. Elle a remis en question les travaux, enfin les résolutions de l'AIEA. Et nous, en tant que tiers-mondiste, on peut dire, comment un pays aussi puissant peut-il décrédibiliser sa signature? Même si on change d'administration, on passe d'Obama à Trump, c'est toutes ces questions. Mais que va devenir le droit international? Comment les pays vont collaborer entre eux? Comment on va respecter le droit? Quelles limites on donne au droit? On risque d'avoir un monde, c'est un monde nouveau qui est en train de se créer. On n'a aucune emprise sur ce monde-là. Il y a eu des tentatives, les BRICS d'un côté, on peut parler de la dédollarisation de l'économie mondiale, mais je dis si on touche au dollar. Vous avez parlé de SWIFT, vous? D'accord. Mais c'est bon clair que les États-Unis vont appuyer. Il n'a pas besoin, le papa Trump, il a pas. Parce que vous touchez au dollar, c'est pas possible. À quel monde on est confronté demain matin? C'est ça la question. Voilà. Je voudrais que tu nous répondes. Oui, ça marche. Il y a plusieurs nuances, effectivement, comme la signature cher ami dit. Aujourd'hui, avant se retrouve devant une situation, et ça, on le lit pratiquement dans plusieurs tribunes, dans la presse internationale, surtout dans les plateaux de télévision. Parce que la culpabilité, est-ce que c'est le droit international est coupable? Ou est-ce que ceux qui ont violé ce droit international sont coupables? Parce que le droit international n'a pas failli. Mais seulement c'est les États, c'est ces puissances qui veulent justement discréditer le droit international pour revenir à la première étape juste avant la Société des Nations. On va continuer à apporter cette précision parce qu'on a tendance justement à galvauder ce débat et puis à le détourner de son son objectif et de la philosophie du droit international. Mais en fin de compte, ce n'est pas le droit international qui a failli, c'est les États et ces puissances. Le résultat est le même. Mais c'est pas le droit international. Oui, non, mais c'est pas la codification du droit international qui pose problème. C'est que les États dénaturent l'ONU. L'ONU ne sert plus à rien. C'est ça le problème. Le problème, c'est celui-là. C'est pas que les États violent le droit international. Ils le violent en toute impunité. Il l'a violé à Gaza, il l'a violé en Iran, il l'a violé en Libye, il l'a violé partout. Et quel est le recours des États moyens, des petites puissances ou des petits États par rapport à cette c'est un nouveau monde qui se crée, et puis c'est un monde qui est sauvage, comme on dit, il fait peur. Voilà. Et puis c'est juste par rapport à ta juste dit, excuse-moi si je t'embête. Quand on parlait le refuge, l'instinct grégaire, l'immigré, etc., il ne faut pas oublier qu'en France, vous êtes soumis à des attaques massives. Il y a Bolloré et ses médias, il y a Philippe-Édouard Sterrin, qui travaille depuis 15 ans, 20 ans dans son projet Périclès. Ils ont formaté une opinion. Les idées d'extrême droite se sont exportées. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de honte à dire que je suis d'extrême droite. Regardez ce qui se passe en Europe du Nord. C'était des pays qui accueillaient les Afghans, les Syriens, les Irakiens. Mais là, aujourd'hui, la montée des partis d'extrême droite est immense. En Amérique latine. En Amérique latine aussi, si on prend l'Argentine, si on prend. Voilà, c'est toutes ces questions. Et puis c'est très très large. Ça, ce serait intéressant de mettre des équipes dessus, pour essayer de comprendre. Voilà, excuse-moi. Mais tout à fait. Il y a effectivement le droit international aujourd'hui, il a très bon il est en difficulté, et à cause évidemment de ces compétitions, notamment les États-Unis en premier. C'est-à-dire que ce n'est pas que le droit en lui-même, parce que le droit politique protège
Il y a effectivement un travail de perfectionnement, d'adaptation du droit international, bien sûr. C'est une œuvre qui n'est jamais finie en réalité. Mais ce n'est pas le droit international parce qu'il a beaucoup évolué depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est le comportement des États qui est incriminé. Les États, les grandes puissances, d'abord comme les États-Unis qui violent quasiment toute impunité au droit international et personne ne peut lui dire, même au niveau du Conseil de sécurité, on voit effectivement il y a une certaine complicité. On n'arrive pas à reprocher aux États-Unis le fait d'avoir violé à tel ou tel endroit le droit international. Simplement, il y a aussi une violation par les droits des pays tiers-mondes. Pour le cas que nous connaissons, comme je connais un peu plus, c'est l'État algérien, évidemment, je prends le principe de l'autodétermination des peuples, il l'a transformé en droit des États, le droit des États à disposer de leur peuple. C'est aussi, on peut aussi l'inverser et de dire comment les États se sont quasiment appropriés de leur peuple, ils en font ce qu'ils veulent. Donc il y a une double critique à faire pour les grandes puissances qui ne sont pas respectueuses du droit international, de leurs propres engagements, à faire respecter la paix dans le monde, à faire du droit un instrument de coopération, un instrument de commerce international, un instrument de paix, un instrument de règlement des conflits, etc. Donc il faut leur rappeler cet engagement, mais ça ne peut être fait que par d'abord les États, puisqu'ils ce sont les États qui sont souverains, ce sont les États qui sont les sujets du droit international, et non pas les ONG. Mais les ONG peuvent toujours faire effectivement ce travail de plaidoyer, ce travail de lobbying, ce travail de sensibilisation des opinions internationales. C'est un vaste chantier. J'avoue qu'il est aujourd'hui un chantier, mais qui est énorme. Je ne sais pas s'il faut le revoir, ou prévoir une autre organisation autre que l'ONU, parce que là, on voit effectivement l'ONU est complètement paralysée, elle n'arrive pas à régler de nombreux conflits dans le monde où elle n'a pas une mise, elle n'a pas effectivement cette capacité à intervenir et à imposer une solution, ou alors de maintenir les instances d'aujourd'hui, mais de donner une effectivité au droit international, mais une effectivité réelle, pas simplement des slogans ou des déclarations, et ça ne sera pas du droit, mais c'est du soft law, c'est du droit. D'autres questions? Oui. C'est parce que le droit international doit respecter que ces ONG doivent consolider, nucléariser leur travail. Oui. C'est ça, tout à fait. D'autres questions? Ça va, il résiste. D'autres questions? Donc, il y a aussi le travail du juriste qui doit être effectivement fait. Moi, le juriste que j'ai cité hier, c'est René Cassin. René Cassin est une intelligence extraordinaire. Vous voyez comment il a transformé la question, l'article 2 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire la souveraineté des États. Il y a un domaine de compétence exclusif des États sur leurs ressources, sur leur peuple, etc. Ce sont les États qui sont souverains. Voilà, c'est l'article 2, c'est le principe et c'est pas. Mais l'intelligence de René Cassin, président du Conseil d'État, membre du Conseil constitutionnel, etc., il a réussi, mais par c'est un brillant juriste, en faisant un travail pour soustraire la question des droits de l'homme. C'est lui, c'est grâce à lui, c'est René Cassin qui a dit qu'il n'est pas question. La question des droits humains, on doit la soustraire à la souveraineté des États. Des droits humains parce que c'est une valeur universelle. C'est universel. On ne peut pas, aucun État ne peut dire pourquoi on s'occupe de la question de l'homme en Afghanistan, ou en Suède, ou ailleurs. C'est René Cassin, donc les juristes internationalistes, des juristes tout court, fait aussi un travail d'interprétation, un effort d'interprétation des normes juridiques internationales, de façon évidemment à ce que l'humanité profite de ces évolutions, du travail de la jurisprudence au niveau de la Cour internationale de justice, qui est ça a fait un travail, les Algériens l'ont présidé pendant un bon moment, notamment déjà oui. Mahmoud aussi était juge à La Haye, ils ont fait un travail, ils ont réglé un certain nombre de conflits, c'est d'excellents juristes. Et là aussi, c'est un champ ouvert pour les juristes pour essayer de faire un travail d'interprétation, comme le fait le juge en France. C'est un travail d'interprétation qui va permettre, évidemment, de niveler, de faire évoluer le droit de façon à ce que cette norme soit au profit des citoyens. On voit le Conseil d'État, ce qu'a fait le Conseil d'État en France pour niveler le droit des Algériens avec celui du droit commun des étrangers, c'est remarquable. C'est le Conseil d'État qui a fait évoluer le droit en France
pour dépasser le blocage qui a été imposé par le quatrième avenant des accords de 68. On est resté à 2001. C'est la loi de Chevènement en 99, on est resté. Mais grâce au Conseil d'État, de nombreuses dispositions ont été interprétées par le Conseil d'État de façon à faire bénéficier les Algériens, puisque ça a été bloqué en 2001. Et le gouvernement algérien n'a pas pu imposer un autre avenant. Parce que les lois sur les étrangers et l'asile changent tous les 2 ans. Et donc forcément, elles font gagner, en fait, elles font évoluer le droit au profit des étrangers. Les Algériens sont exclus de ces avancées. Ils bénéficient de certaines dispositions de 68. Mais pareil pour le droit international. Les juristes ont un travail à faire de façon à ce que ces normes du droit international puissent évoluer et d'imposer notamment l'effectivité du droit international. Parce que c'est là où le bas blesse. Les critiques les plus récurrentes sur le droit international tiennent justement à ce gap très important entre la norme réelle et la norme formelle. C'est tout cet écart qui pose un problème. J'ajouterais juste à ce que René Cassin bon, René Cassin, il y a la rédaction de la Déclaration internationale des droits de l'homme, mais aussi la création de l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg. C'est une école extraordinaire qui réunit chaque année ou plusieurs fois dans l'année des juristes ou des militants des droits humains de différents pays. À l'époque, en tant que juriste, je n'étais pas encore anthropologue, j'avais cette occasion de participer à une session intensive sur le droit international des droits de l'homme. Et donc, son impact, ça continue, hein, même c'est la quitté ce monde, l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg joue un rôle crucial à valoriser aussi. Oui, comme ça on peut. Je voudrais juste dire quelque chose à Farah. Il y a certaines agences qui dépendent de ces grandes puissances. Je pense que ça doit exister aussi en France, il y en a sûrement, mais elles ne sont pas marquées. Je prends l'exemple de l'USCIRF aux États-Unis. C'est celle qui surveille les libertés religieuses à travers le monde. Le directeur de cette agence-là, il est nommé, je crois, il faut le président du Congrès, le président du Sénat et le président de la République. C'est une grosse agence et elle surveille la liberté d'expression, la liberté religieuse dans les pays. Mais il faut dire aussi que souvent, les promoteurs de ce type d'agence servent les intérêts de l'administration américaine, qu'elle soit démocrate, qu'elle soit républicaine, malgré leur indépendance, malgré. Moi, je sais une chose, c'est qu'il y a 2-3 ans, on avait mis l'Algérie sous surveillance. Moi, j'ai transmis l'information en temps et en heure. Il y a des politiques en Algérie, il y a des ceux que je connaissais qui méritaient d'avoir, à qui je voulais donner l'information en disant que c'est quelque chose qui pourrait favoriser justement à l'époque pour notre compatriote Bouhafs qui était emprisonné pour finalement. Il y en a un particulièrement, il s'en est rappelé 18 mois après. Et 18 mois, il m'a dit voilà, je t'avais prévenu 18 mois avant et tu n'as pas fait grand-chose. C'est que les agences aussi, celles qui sont liées organiquement, pas organiquement, peu importe, aux États, elles peuvent créer un environnement qui justifierait tout ce que pourrait faire l'État. C'est ça le truc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Le cas des États-Unis. Alors, non, pourquoi? Mais si, il faut. Allez-y. Juste, d'abord concernant ce que vient de dire, et moi je partage entièrement ce qu'il vient de dire, parce que, en fait, les États-Unis, c'est un phénomène culturel très profond. Il y a une méfiance de l'État. C'est une autre culture. On ne fait pas confiance à l'État aux États-Unis. En fait, les États-Unis, ils sont nés de la méfiance de l'État central. L'attribution, la compétence de principe aux États-Unis, ce n'est pas l'État fédéral. Ce sont les États confédéraux, ce sont les États fédérés qui ont la compétence de principe. Et l'État fédéral détient la compétence d'attribution. C'est-à-dire ce sont les États fédérés qui lui donnent ses attributions, la monnaie, le drapeau, la défense, etc. Mais la vraie compétence de principe, ce sont les États fédérés qui les détiennent. Donc cette méfiance de l'État a donné naissance, comme tu l'as si bien dit, à une multiplication d'ONG, d'agences, etc. toujours pour contrôler l'État. C'est la théorie du
pouvoir et du contre-pouvoir. Ça va revenir à Jean-Locke, revenir à Montesquieu, etc. Chaque pouvoir, chaque pouvoir qui détient une compétence tant abusée, pour limiter l'abus de pouvoir, il faut lui créer un contre-pouvoir. Et c'est ça l'idée des soldats. Le check and the balance. Et ça, aux États-Unis, ils l'ont pris, ils l'ont travaillé, et c'est l'un des rédacteurs de la Constitution, la Convention de 1787, il cite énormément Montesquieu. C'est bâtissant. Il cite énormément Montesquieu. Et on fera comme ça. Il y a un autre Anglais qui les a beaucoup aidés, et il les a effectivement mis en garde contre l'impérialisme britannique. Il ne paye pas l'impôt. C'est un Britannique très connu, et il le cite souvent, il est cité par Bourg. Et voilà, c'est compliqué à aider les Américains à devenir indépendants du Royaume-Uni, alors que lui-même est britannique, il est anglais, etc. Il est très connu. Il était même député en France à la Révolution, parce qu'elle était universaliste, donc on appelait les révolutionnaires dans le monde. Garibaldi, le fondateur de l'unité italienne, Garibaldi, est devenu député en France, alors qu'il ne connaît pas la langue française. Donc, il est devenu député. Donc on donnait la nationalité, on donnait la possibilité d'être député parce que c'était universel, c'était très ouvert. Donc ce Britannique, c'est très intéressant, le travail de Bourgogne sur cet anglais, évidemment, il leur a fait prendre conscience, on ne paye pas l'impôt. Il vous exploite, ces Anglais. Alors, lui-même est anglais. Non, il vous exploite. Il ne paye pas l'impôt. Ils ont réussi à avoir leur indépendance. Mais la culture, la mentalité de l'Américain, à présent, il se méfie de l'État. Il n'y a pas de confiance sur l'État. Ce sont les États fédérés, non pas l'État fédéral. Il faut réduire ses compétences, il faut contrôler, il faut tout la multiplication, la surveillance sur les religions, la surveillance sur telle et telle questions. Je crois que nous sommes dans des cultures différentes. Encore une question? Je voulais juste rebondir sur ce que Idira a dit par rapport à l'agence américaine qui s'occupe de la liberté religieuse. Je pense, la surveillance de la liberté religieuse. Je pense après que les États-Unis ont aussi un intérêt à surveiller certaines religions plus que d'autres. Là, par exemple, dans le cas de l'Algérie, ils surveillent beaucoup tout ce qui concerne. Comme vous avez dit, là, ils ont sorti un rapport il y a 4 mois lors du cas de Slimane Bourras. Et aussi, je voulais vous poser une question par rapport au droit international. Oui. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que c'est un droit qui est contraignant? Enfin, oui, normalement, mais il ne contraint pas les États avec tout ce qui se passe, on voit qu'il ne contraint pas les États. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent contraindre les États, autres que le droit international, puisque ce droit qui est censé contraindre ne contraint pas les États? Oui, c'est exactement. L'État dispose de ce qu'on appelle la contrainte légitime. C'est-à-dire que l'État dispose de la contrainte légitime de façon à contraindre les citoyens, évidemment, à obéir à la loi, à obéir aux textes qui sont pris par l'État. En revanche, sur le plan international, on n'a pas cet État. L'État centralisateur n'existait pas. Donc, tout dépend de la volonté des États. Et les États ne se conforment pas systématiquement à toutes les conventions, à tous les traités qui sont ratifiés, y compris par ces petits États, qu'ils soient des grands États, des grandes puissances. Très souvent, ils se soustraient à se conformer à la légalité internationale, tout simplement, ça ne travaille pas aux intérêts, parce que c'est de l'impérialisme, parce que pour des raisons financières, parce que pour des raisons de puissance aussi, parfois, c'est pour montrer que c'est une très grande puissance, même s'ils perdent financièrement. Pour ces raisons, s'il n'y a pas un contre-pouvoir face à ces grandes puissances, bien évidemment, le droit international a toujours oscillé entre une domination de la force telle qu'il est né dans l'Antiquité, même à cette époque, il a toujours oscillé entre la norme et le fait. La norme et le fait. Parfois, c'est le rapport de force qui domine, comme on le constate aujourd'hui, mais parfois, c'est la norme qui revient et qui garde un peu sa primauté. Mais ce n'est pas toujours systématique. D'où la sensibilisation des ONG, des États, tout un travail de sensibilisation des opinions publiques pour que ces États aussi jouent le rôle contraint, donc pour faire appliquer, pour honorer leurs engagements, qu'ils ont tous ratifié la Convention de Genève en 1951. Mais en Europe, et on a écouté hier l'intervenante italienne qui expliquait évidemment qu'il y a des États qui travaillent systématiquement la dégradation des conditions matérielles des réfugiés et des demandeurs d'asile. Pourquoi? Pour ça prépare des courants d'air. Parce que si moi je dégradais
Mais parce que tout se passe par téléphone maintenant. Quand un Afghan il arrive en Suède, il va tout de suite contacter des Afghans en France pour dire on a conçu mieux. Chez tel, je touche là l'aide de demandeurs d'asile. 7 ans, c'est 500 €, ce n'est pas comme en France 400 €, etc. Donc les États, ce qu'ils font, ils dégradent volontairement les conditions matérielles d'accueil pour ne pas créer des appels d'air. Donc tout ça doit être passé au crible par les ONG pour dénoncer que les États européens ne dégradent pas volontairement les conditions matérielles d'accueil. Et que c'est un engagement international qu'ils avaient pris par la signature de la Convention de Genève 1951. Il faut qu'ils honorent leurs engagements. Il faut recevoir les demandeurs d'asile. Il faut recevoir les réfugiés. Ça sera dénoncé l'intervenant d'hier italien en disant qu'il y a un principe dans la Convention de Genève, c'est le non-refoulement. Pourquoi on les refoule par une fiction juridique, on externalise à la frontière, on dit non, ils ne sont pas rentrés dans le territoire européen, donc on peut les renvoyer. Non, la Convention de Genève dit le non-refoulement. 2, la Convention de Genève, elle dit traitement individuel. On ne juge pas massivement un pays d'origine sûre. Mais qui dit que c'est un pays sûr? Un pays n'est jamais sûr tout le temps. C'est faux. Un pays n'est jamais sûr tout le temps. Donc c'est toutes ces notions-là qu'il faut revoir et revisiter, de façon à leur donner une autre signification, et de façon à ce qu'elle travaille nos réfugiés, l'intérêt de l'humanité, et non simplement des intérêts des États, parce qu'on n'en veut plus de réfugiés, parce qu'on n'en veut plus de demandeurs d'asile, parce qu'il y a une forte pression, etc. État, le travail à la fois des ONG, des juristes, des sociétés civiles, et il est colossal. C'est un chantier ouvert pour les années à venir immenses. Merci encore une fois. Oui. Question. Oui, il n'y a pas de souci, c'est parce que c'est pas en retard. Je ne sais pas ce qui a été dit et tout. Ah, donc il ne faut pas poser de questions. J'ai une petite question par rapport au droit international, puisque vous en parlez. Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, le veto, ce n'est pas la première contrainte du droit international? Parce que s'il y a des pays qui ont, on a vu ça récemment, sur la Russie et sur la Palestine, si le veto reste, moi je trouve, moi personnellement, chaque fois qu'on parle de ça, c'est ce que je dis, tant qu'il y a le veto, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit international. Voilà, c'est ma question. Passer le micro aussi à monsieur, comme ça, on va aller à la question. Et on clôture, on fait une petite pause avant. J'ai deux questions, deux petites questions. Juste à l'instant, j'ai entendu parler d'un homme, Slimane Bouhas. J'aimerais bien, j'ai rien entendu, j'ai rien compris. Je veux bien entendre un peu plus sur Slimane Bouhas. Parce que ce monsieur était en prison avec moi, mais avec ses faces aussi. Deuxième question, peut-être qu'il s'adresse à Hélène Judy. On voit des ONG, des défenseurs des droits de l'homme et de la femme, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que toi, tu l'as appelé riposte internationale? Tu ripostes. Il n'y a pas de riposte internationale. Pourquoi pas les droits humains? Mais pourquoi riposte? Merci. Alors, donc, on va commencer par répondre à la question du veto. Merci. Merci, oui, effectivement, c'est une question pertinente. À partir du moment où il y a un droit de veto qui est réservé exclusivement à 5 États, ça pose effectivement problème. C'est-à-dire que certains États sont des superpuissances sur le plan juridique, ils ont un droit qui est supérieur aux autres. Il y a une inégalité, non simplement de fait, mais une inégalité de jure et de fait. C'est inévitable. Je crois que la critique, elle est aussi, cette critique a été effectivement relevée, elle a été émise par des juristes, que ce soit en France ou ailleurs, plusieurs fois, bien évidemment. C'est une critique très récurrente de pouvoir soit élargir la sphère des droits qui ont de ce droit de veto, ou c'est de l'organiser complètement autrement. Alors pour l'instant, il est vrai que moi je suis vraiment bien en peine de dire comment doit-il s'organiser en tout cas, mais en tout cas je partage totalement la critique, qui je trouve très pertinente. On ne peut pas continuer à fonctionner avec un droit de veto réservé uniquement à 5e nation. Problème structurel dans l'organisation. Absolument, c'est une critique très structurelle de toute l'Organisation des Nations Unies qu'il faut aujourd'hui revoir. Mais je disais tout à l'heure, peut-être que vous n'étiez pas présent, que évidemment, quand on gagne une guerre comme la Seconde Guerre mondiale, on impose, c'est la force finalement qui impose ces normes. On ne change pas un droit international ou un ordre international par simplement non. Il faut aussi, le général de Gaulle, cette expression du général de Gaulle, disait le temps
du bateau à voile et de la lampe à huile est révolue. En politique, on fait la politique avec les réalités. Il faut être réaliste en politique. C'est exactement, ce sont des cinq puissances, mais ces cinq puissances, aussi, il y a un moyen, comme on a changé la SDL, comme on a changé de nombreuses institutions, la CPIG, la Cour pénale, la Cour permanente de justice internationale a été changée. Donc ça a été dès 1945, c'est devenu la CIG, la Cour internationale de justice. Donc on est aussi capable aujourd'hui de changer ces institutions, de les modifier de façon à ce qu'elles fonctionnent, que le droit international fonctionne mieux, le droit international soit plus égalitaire, et le droit international puisse être plus effectif. Il faut qu'il gagne en effectivité. Et c'est ça la principale qui était que je trouve que ça a été relevé par nos intervenants. Merci, maître. Pour Donc, non. J'ai évoqué le cas Bouhafs à la fin de mon propos. Parce qu'il y a une agence américaine qu'on appelle l'US-CIRF. C'est elle qui surveille les libertés religieuses dans le monde. J'avais suggéré à quelques amis militants de se saisir de ça pendant que Bouhafs était en prison. Puisque cette agence, elle est chargée de surveiller la liberté religieuse dans tous les pays du monde. C'est une agence américaine. Et à partir de ce moment-là, c'est tout ce que je voulais dire. Bouhafs était ton co-détenu, si tu veux en parler, on en parlera tous les deux. Mais j'ai évoqué Bouhafs en disant que si on devait s'appuyer sur la résolution de cette agence US-CIRF concernant l'Algérie, elle nous a classés dans un pays à surveiller. C'est tout ce que je voulais dire, c'est-à-dire profiter pour une fois qu'on pouvait, disons, soulager peut-être Bouhafs pour son incarcération et peut-être exiger, mais travailler à sa libération. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas un cas particulier pratiquement. C'est à cause de cette agence-là qui avait placé encore une fois l'Algérie en mode de surveillance. Voilà. Oui, j'ai retrouvé l'ouvrage de Naguib, je ne sais pas, tout le monde, je l'ai lu, c'est très intéressant sur le sens de la critique qu'il adresse au droit international. Alors il a intitulé Droit international et sous-développement, nouvel ordre dans la dépendance. Nouvel ordre dans la dépendance. Alors il propose une lecture très critique, etc. Il l'a publié en 1983. Je crois qu'il y a eu une autre réédition, mais c'est véritablement un hommage à Naguib d'avoir écrit un peu ce livre qui est remarquable, mais pertinent sur le fonctionnement du droit international et des institutions. Ça fait plus de 40 ans qu'il a critiqué. Absolument. J'aurais bien aimé qu'il soit présent. C'est allé. Pourquoi Riposte internationale? Oui, d'abord, je vais reprendre le roman, c'est d'abord, je n'étais pas programmé. Alors, dans l'international, l'une des premières conférences que nous avons organisées en tant que Riposte internationale en 2018, c'était avec Majid Bechir, lors de l'apparition de son livre de droit international. C'est un ouvrage de 800 pages qui lui a pris presque 3 années de travail. Et c'était dans un moment un peu quand même particulier à cette époque. Et on a fait quand même plusieurs conférences avec lui. Et nous avons, suite à ça, organisé, parce que c'est la Riposte internationale, organisé l'unique rassemblement pour les détenus du RIF. D'ailleurs, juste après, il y a eu une ou deux associations qui ont essayé de faire comme ça des petites actions. D'ailleurs, depuis 2023, il n'y a jamais eu quelque chose. Nous avons organisé un grand rassemblement à la Bourse du Travail. Fatih a été avec nous. On a fait venir Aziz Ghalib, donc un militant reconnu qui a des soucis actuellement, avec un lobby international, et qui l'a poussé à démissionner en tant que vice-président de la FIDH. Et M. Amon Intègre qui a fait demande à la tête de la FIDH. Et à cette époque, sa fille, paix à son âme, était un petit peu malade. Il a intervenu par Zoom. Et il était ravi qu'une organisation a pris l'initiative. On a fait salle pleine. C'est une salle qui prenait au moins 200 personnes. Eh bien, donc nous avons franchi le pas. D'ailleurs, par la suite, Safi m'a invité pour que j'anime avec lui une conférence à la fête de l'humanité. Maintenant, pour Bouhafs. Bouhafs, c'est important parce qu'il y a des gens qui n'ont pas connu l'histoire réelle de Bouhafs. Bouhafs, c'est quelqu'un qui s'est reconverti, donc il est chrétien.
Il a subi toutes les misères du monde. Et le pauvre pour faire bonne foi que je suis chrétien, mais je ne suis pas contre l'islam. Il est allé même financer le pèlerinage de sa maman à la Mecque pour dire je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre l'islam. Rien n'empêche. Ils l'ont jeté en prison. Et à sa sortie, il a quitté, il est allé demander un statut de réfugié politique en Tunisie. Il l'a obtenu. Il a obtenu. La police politique algérienne l'a kidnappé de la Tunisie. D'ailleurs, le pouvoir tunisien de l'époque, qui est toujours actuel, sauf qu'à l'époque, il était plus ou moins plus légitime, n'a pas placé un seul mot de dénonciation. Il a été kidnappé, a traversé donc les frontières, il a été torturé. Mais pas seulement torturé, il a été violé. Il a raconté ça au tribunal à Alger, donc il a demandé à sa fille de sortir. Eh bien, ils l'ont kidnappé et ils ont eu quand même le culot de le juger et de le condamner. Il a passé 3 années. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a purgé sa peine. Pour lui faciliter la vie, ils lui ont coupé sa pension. Voilà, pour lui couper les vivres. Voilà. Non seulement ça, il a essayé plusieurs fois de sortir, il a été empêché de sortir. Et la dernière fois, il y a eu même un accident que lui-même et tout le monde soupçonne que c'était un accident qui a été provoqué. Et il a failli perdre la vie. Donc c'est Slimane Bouhafs, c'est un martyr vivant. Maintenant, pourquoi le poste international? Durant 2014, 2015, 2016, on s'est réunis pendant 2 années, 3 années. Comment nous allons nous organiser? Qu'est-ce qu'il faut créer comme structure? Donc, parti politique, c'est pas intéressant. Mouvement politique, cercle politique, non, on a pensé que le dénominateur commun entre les peuples, entre toutes les communautés, même entre les communautés, même dans notre propre pays, des pays frères et voisins, c'est la notion de Darwazina. Donc, on a travaillé les statuts, mais après, il fallait trouver la première fois, on a créé, parce que nous avons créé la première fois, ce Forum international pour la justice et Darwazina. Et à cette époque, FIJDH. Et avec tout le travail qui a été fait, il y avait Saïd Boukhari, c'est lui qui a contacté les premiers Marocains ici en France en janvier 2022. Donc, c'était prévu que c'est maintenant Mustafa Bouchechi qui va présider cette ONG. Il y avait son poids, c'est-à-dire son crédit. Donc, ça pouvait nous faciliter la tâche pour avancer. Et je pense que 3-4 jours avant l'Assemblée générale, elle nous a dit écoutez, c'est un peu lourd que je préside une ONG en France, à l'étranger, et moi je réside en Algérie. Donc il fallait trouver. Alors, comme il n'y avait pas Mustafa Bouchechi, donc j'étais la pièce de rechange. Il fallait que j'étais dans le cours, comme j'ai réuni, j'ai coordonné avec les amis, je suis devenu président du Forum international pour la justice et Darwazina. Et après, il y avait quand même quelques soucis avec quelques éléments, quelques camarades, oui. Donc, tu as bien dit, j'ai fait la place de Dr Honor. Non, mais c'est le président de l'Assemblée générale constituante et du deuxième congrès. Donc, bien sûr, Sidi, il était là. Dès le premier jour, j'ai dit, je ne dirais pas la fin parce que ce n'est pas encore la fin. Et il y avait Hassan Hirash, il y avait Boukhara Ben Ammar, il y avait Hamid Chahlal, il y avait pas mal. Il y a des camarades qui nous ont malheureusement quittés, chacun à ses raisons, mais il y a beaucoup de militants intègres que je salue. Je salue le passage même d'une journée d'une personne qui a donné de son temps, Hakim Taibi, Saad Hadjou, beaucoup de camarades que je ne peux pas. Voilà, il y a des gens qu'il vaut mieux ne pas citer pour ne pas les exposer. Parce que actuellement, on est pratiquement, on sent qu'on est en état de guerre. Donc il fallait, et puis on a trouvé que le nom était un peu lourd. Alors on est allé vers une deuxième assemblée générale.
Et on a refait un petit peu les statuts, mais juste on a. Alors pourquoi les postes internationaux? On discutait avec Hassan Hirash en 2015. Qu'est-ce qu'il me dit Hassan Hirash? Il me dit, écoutez, à chaque fois, on attend que le pouvoir nous agresse pour essayer de voir si quelqu'un peut nous aider, pour nous communiquer un numéro de téléphone d'un député, d'une organisation. Et à chaque fois, on n'a pas la possibilité de riposter. À la deuxième assemblée générale, je me suis dit, tiens, l'idée de Hassan Hirash était extraordinaire. Donc, riposter à l'injustice, riposter à l'ordre établi, riposter à ce que Vlaï vient d'évoquer, donc à toutes les violences. Eh bien, à la deuxième assemblée générale, nous avons donné le nom de riposte pro-internationale. Parce qu'il y avait avec nous un Libyen, Nel Azabi, il y avait Khaled Khmirabi à Somal, qui était un élément très actif et un élément très crédible, connu dans la famille de la gauche et du combat Mazir en Tunisie. Au Maroc, il y avait avec nous une fille qui s'appelait Tithrith, et puis avec nous, un membre fondateur, Jamal Wassou, c'est un ancien détenu, qui est toujours membre de l'Époste, et il habite loin de Paris, donc on n'a pas souvent l'occasion de se voir et d'échanger, même si on échange. Donc, comme il y avait des Algériens, et il y avait encore un Tunisien qui est toujours en Tunisie, qui est membre de l'Époste internationale. Donc, on s'est dit, donc, riposte internationale. À partir du moment qu'il y a plus d'un pays, c'est international. C'est comme ça que l'idée de riposte internationale est venue. C'est une méthode de moi. Merci à toutes et à tous. C'est le moment de clôturer cette séance. Dans une dizaine de minutes, on se retrouve pour une autre séance qui sera tenue par M. Idir, à côté de moi, un témoignage. C'est du témoin principal, exactement. Présence du témoin principal. Les amis, s'il vous plaît, il faut vraiment être à l'heure par respect de moi. Parce que c'est lui qui va te donner une communication. Donc il sera